le coup, ça devrait être bon. Voilà, la dernière, c'est la bonne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence, j'espère très nombreuse derrière vos écrans. C'est une réunion publique originale par sa forme à laquelle nous allons participer ce soir. En effet, compte tenu de la situation sanitaire, c'est une procédure de concertation dématérialisée, semble-t-il, adaptée. Vous pouvez poser vos questions par écrit dans la conversation prévue à cet effet, en étant connecté, bien évidemment, préalablement à votre compte Gmail. La boîte dialogue sera ouverte dès le début de la présentation, mais nous attendrons la fin de celle-ci pour apporter des éléments de réponse à vos questions ou vos remarques. À l'issue de cette présentation, M. Gilles Thomaset, ici présent à mes côtés, vous annoncera que cette réunion publique s'accompagnera également de forums de concertation à Saint-Germain-de-Joux, à Val-Serône et à Anjou-Génissia. Ce soir, le bureau d'études EAU, représenté par Mme Véronique Bisson, va vous présenter les grands principes du projet du PLUIH avant son arrêt en conseil communautaire qui devrait se tenir le 11 mars 2021. Et tout de suite, je vais laisser maintenant la parole à M. Gilles Thomaset, vice-président de la communauté de communes du Pays Belgardien, en charge de l'aménagement du territoire, pour vous rappeler le contexte dans lequel s'inscrit ce PLUIH. À toi, Gilles. Bonsoir à tous. Donc, en préambule, comme vous l'a dit le président, vous rappelez qu'en 2015, la communauté de communes du Pays Belgardien a pris la compétence plan local d'urbanisme et carte communale, compétence auparavant exercée par les communes. En décembre de la même année, les élus ont délibéré pour élaborer un PLU à l'échelle de l'intercommunalité, donc un PLUI. L'un des principaux objectifs de cette prise de compétence anticipée était de suspendre les obligations réglementaires de mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes avec les orientations du schéma de cohérence territoriale, qui est un document supracommunal dans un délai de 3 ans, et ainsi de disposer d'un document unique à l'échelle du Pays belgardien qui harmonise les règles d'urbanisme en tenant compte des spécificités locales. Ce PLUI contient un volet habitat renforcé, puisqu'il tient lieu de programme local de l'habitat. Son nom, PLUIH. On rappelle également le projet politique qui détermine le développement et l'aménagement de notre territoire a été débattu en 2018 en conseil communautaire, puis dans chaque conseil municipal. Ce PLUIH est le fruit d'un travail collaboratif mené avec les élus des communes du territoire et également avec les personnes publiques telles que l'État, la région, le département, les chambres consulaires qui ont apporté leur contribution, et on en profite pour les en remercier. Les pétitionnaires ont pu aussi s'exprimer tout au long de la démarche. Concomitamment, la révision du schéma de cohérence territoriale, SCOT, qui est un document de planification qui donne les grandes orientations pour le développement du territoire, a été approuvé en décembre 2020, tout récemment. Aujourd'hui, le PLU et sa traduction d'un point de vue opérationnel. En effet, c'est bien le PLUIH qui définit les règles d'utilisation du sol par une traduction réglementaire, à travers un plan de zonage et un règlement écrit. Voilà ces rappels. Je laisse maintenant la parole à Véronique Bisson et Nabil Saïdi pour la présentation. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une petite présentation des travaux sur ce PLUIH tels qu'ils se sont réalisés au cours des derniers mois. Donc, Monsieur Thomaset revenait effectivement sur l'importance du SCOT, puisque le SCOT est un document stratégique de long terme, avec une vision du territoire à 20 ans. Et donc, c'est lui le socle qui définit le projet de territoire et qui nous permet ensuite de développer toute une série de politiques publiques, dont précisément les politiques d'urbanisme au sens du droit des sols qu'on va trouver dans le PLUIH. Nous avions fait une concertation dans toute la première partie conjointe entre SCOT et PLUIH, puisque le diagnostic est le même, bien entendu.
qu'une partie du projet, c'est-à-dire du PADD, projet d'aménagement et de développement durable, qu'on retrouve à la fois dans le SCOT et dans le PULIH, il y a aussi un socle commun. Et puis ensuite, on a des grandes orientations dans le SCOT qu'on met en œuvre directement dans le droit des sols, dans le cadre du PLUIH. Alors, l'autre particularité de ce PLUIH, c'est qu'il tient lieu aussi de programme local de l'habitat. Le programme local de l'habitat, c'est le document qui va servir de base à une contractualisation avec les partenaires État-département pour la création de logements dans le cadre de la politique de mixité sociale, voire même de mixité générationnelle, puisque le logement social peut aussi être affecté soit aux jeunes, aux étudiants, soit aux personnes âgées. Donc, on a vraiment un document d'ensemble qui permet justement de mettre en œuvre toutes les politiques que le SCOT a pu définir dans son projet. Alors, je reviens très brièvement sur le projet de territoire qui a été à la base, donc qui est commun au SCOT et au PLUIH, ce qui retrace l'ambition du pays belgardien pour demain. Donc, l'objectif, évidemment, en partenariat aussi avec le Grand Genève, avec la métropole, c'est de dire qu'on est la porte entrée ouest du Grand Genève, mais qu'on n'est pas simplement une porte d'entrée de flux où il ne se passerait rien, on est une porte d'entrée comme acteur régional qui joue un rôle sur le plan économique, sur le plan de l'attractivité globale, sur le plan des transports et déplacements, avec un nœud de mobilité majeur pour le fonctionnement du Grand Genève, et puis par ailleurs, qui a des spécificités qu'il met en valeur, des spécificités patrimoniales, des spécificités paysagères, naturelles, et puis qui compte bien les mettre en valeur aussi en s'adaptant à la transition énergétique par une gestion exemplaire de nos ressources qui font de nous un territoire attractif. Donc ça, c'était évidemment un point important. Donc, l'objectif pour être un acteur régional, c'est évidemment d'être reconnu comme un acteur économique. Donc, on a un certain nombre de filières économiques qu'il convient de développer, qu'il convient de faire rayonner et sur lesquelles il ne s'agit pas de se reposer, mais effectivement d'essayer de capter la capacité des acteurs économiques qui puissent développer l'emploi et puis qui puissent développer de la valeur sur le territoire. L'autre point, c'est évidemment d'avoir un rayonnement plus important avec un pôle, et c'est Val-Serône, donc puisque, comme vous le savez, donc ce pôle de centralité aujourd'hui a un nom qui doit donner du sens à un secteur particulièrement dynamique, organisé autour des anciennes centralités de Bellegarde, Châtillon et Lancran. C'est aussi renforcer le dynamisme des périphéries. L'objectif, ce n'est pas du tout d'abandonner les autres communes, bien au contraire, elles ont un rôle à jouer dans la mise en valeur du territoire, de les mettre en synergie, de développer des équipements de haut niveau et puis de conduire donc ce territoire, comme on l'a dit, vers la transition énergétique. Les axes du PADD maintenant, et on arrive au PLUIH à proprement dit, et les axes du POA. Donc, le POA, je le rappelle, c'est le programme d'orientation et d'action pour le logement. Voilà, donc ces axes sont les suivants. Donc, on a renforcé l'attractivité, les services, la qualité du cadre de vie en lien avec les nœuds de mobilité. L'ambition résidentielle en cohérence avec un développement urbain durable. Et vous savez qu'aujourd'hui, on est de plus en plus vigilant sur la protection de l'agriculture, sur un mode de développement urbain qui ne consomme pas d'espace, qui préserve aussi les espaces naturels, mais qui, dans sa manière de se développer, va éviter de trop forte artificialisation, va préserver un cadre de vie de qualité, va permettre d'avoir une performance énergétique au niveau du bâti, va permettre d'organiser mieux les mobilités. Donc, les deux premières parties sont particulièrement liées. Et puis, évidemment, ensuite, on retrouve l'objectif économique, de structuration, de diversification pour qu'on soit vraiment lisible comme acteur dans le Grand Genève. Et puis, bien évidemment, trame qui se décline à toutes les échelles du document, c'est valoriser l'authenticité, la qualité de vie du territoire par une gestion environnementale des ressources et des risques qui soit exemplaire.
Alors maintenant, comment tout ça se décline? Eh bien, ça se décline d'abord par le fait que toute notre programmation, elle se fait au travers d'une armature urbaine qui met bien en valeur le fonctionnement de groupes de communes ou de communes. On retrouve, comme on le disait tout à l'heure, notre pôle de centralité qui s'organise autour d'un nœud de mobilité d'intérêt stratégique plus que régional et qui doit aussi avoir un intérêt pour l'organisation interne du territoire, mais pas seulement pour l'extérieur. Avec là encore une vocation à le renforcer puisque dans le SCOT et dans le PLUIH, on anticipe sur la création de nouveaux services avec notamment le transport par câble, l'extension des transports collectifs, plus d'intermodalité, mais aussi plus d'équipements de qualité. Et puis, pour pouvoir créer un lien entre ces différentes centralités et organiser un réseau de centralités au sein de Val-Seux-Rhône, la création de 2 nouveaux quartiers stratégiques, Pierre Blanche, qui est un quartier durable sur lequel les municipalités travaillent depuis longtemps, et puis un nouveau qui s'appelle Anségia et qui va joindre un peu le centre-ville avec le secteur du PAE de Bouvray, avec le fameux village de Marc. Donc ça, c'est Val-Seux-Rhône, donc avec une stratégie effectivement de renforcement, de plus de liaison entre les différentes centralités de Val-Seux-Rhône. Et puis ensuite, notre réseau nord des communes du nord, et puis un réseau sud qui ont des caractéristiques différentes, un rôle à jouer évidemment dans l'accueil de population, mais aussi dans la valorisation touristique du territoire et dans le bon fonctionnement du territoire et l'accès aux différents services. Alors, cette structuration nous permet ensuite d'avoir une programmation dans laquelle on a un objectif de construction de 2500 logements, un objectif sur le marché d'environ 150 logements vacants. Les objectifs sur Val-Seux-Rhône, c'est 80% de l'offre de nouvelles de logements à terme. Donc là, on est bien dans un urbanisme durable qui lie la majorité du développement à la présence notamment de transport et de capacité d'accessibilité importante. Et pour le réseau nord, un objectif de 220 logements avec des secteurs qui vont être conditionnés à des investissements sur le réseau qui ne sont pas encore programmés. Donc en fait, on a voulu se projeter dans le fait que ces investissements seront faits sur le moyen long terme, même s'ils ne sont pas programmés, et on phase les ouvertures à l'urbanisation en fonction de ces investissements. Pour le réseau sud, c'est pareil, un objectif de 300 logements, avec là encore des secteurs conditionnés à d'investissement. Mais par ailleurs, il faut bien souligner que c'est aussi le cas pour Val-Seux-Rhône, puisque on a programmé, là par contre, en revanche, c'est programmé une nouvelle STEP, et qui nous permettra de monter en puissance pour développer l'ensemble de cette offre de logement progressivement. Et évidemment, une fois qu'on aura la capacité d'accueil, on pourra faire un certain nombre de nouvelles opérations, mais qui sont déjà intégrées dans le présent PLUIH. Alors, c'était bien ressorti dans la concertation sur le SCOT, ces enjeux sur l'adaptation du mode de développement aux ressources en assainissement, ressources en eau, et le phasage et l'organisation du développement au travers des secteurs identifiés pour être urbanisés et complètement organisé en fonction de ces ressources en assainissement et en eau. L'autre point, le développement durable, comment il s'exprime? Il s'exprime dès la programmation par 4 éléments. Comme on le disait tout à l'heure, un accueil de population qui privilégie le renforcement du pôle de centralité en lien avec les mobilités. Le deuxième point, et là, ça nous renvoie à ce fameux programme d'orientation et d'action pour l'habitat, c'est qu'on y prévoit une mixité sociale et générationnelle qui s'organise à l'échelle de nombreuses opérations, c'est-à-dire que évidemment on ne crée pas de concentration, mais on cherche bien à organiser cette mixité sociale et générationnelle à l'échelle de chacune des communes, à l'échelle des quartiers. Une consommation d'espace limité pour le résidentiel limité, donc limité à 25 hectares avec un renforcement prioritaire du tissu urbain. Alors là, un point d'attention parce qu'évidemment c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. On a vraiment intégré la stratégie du SCOT et puis le cadre dans lequel on fait les documents d'urbanisme aujourd'hui, c'est-à-dire de limiter au maximum l'artificialisation des terres,
et la consommation d'espace qui soient agricoles ou qui soient naturels. Donc, le PLUIH met en œuvre dès sa première phase un objectif de renforcement prioritaire du tissu urbain. La plupart des secteurs à urbaniser sont des secteurs qui sont intégrés à l'enveloppe urbaine. Il y a un petit peu évidemment de développement en extension quand justement on n'a pas assez de capacité dans cette enveloppe urbaine. On table sur une mutation de dents creuses qu'on a évaluée au travers d'une étude foncière à un minimum d'environ 340 logements. Il pourra y en avoir plus. Là, ça demandera en fait de voir quels seront les comportements des différents propriétaires, ce qu'ils souhaitent vendre, s'ils ne souhaitent pas vendre. Mais on pense que de manière assez probable, il y en a un minimum d'environ 340 qui pourraient être créés dans les dents creuses. Le SCOT ne limite pas, évidemment, sous réserve, bien entendu, qu'on respecte les gabarits et la qualité d'intégration urbaine. Mais là, après, ça dépend de l'initiative des acteurs privés. Donc, d'une partie d'entre vous, bien évidemment. Et puis, enfin, développement durable aussi, parce qu'on a fait très attention aux enjeux de gestion environnementale des espaces urbains, au travers, comme je le disais tout à l'heure, du lien avec la capacité des réseaux, de la lutte contre l'imperméabilisation, qui permet une meilleure gestion des ruissellements, surtout par rapport aux risques, aux inondations aux plus importantes, mais aussi qui permet d'avoir de la biodiversité en espace urbain. C'est ce qu'on appelle la nature en ville, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Tout ça, on l'a traduit de manière systématique dans les orientations d'aménagement de programmation qui sont les objectifs pour chaque petit secteur urbain qu'on entend développer et qui sont nouveaux par rapport à ce qui existait précédemment. Et même dans le règlement, je vous raconterai tout à l'heure que nous avons mis en place ce qu'on appelle un coefficient de biotope et je vous en donnerai la définition. Donc, on a effectivement bien décliné à toutes les échelles cette notion de développement durable et de transition environnementale et énergétique. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Là, je vous montre un grand tableau et bien évidemment, c'est assez indigeste et l'objectif n'est pas de le lire, mais c'est pour vous montrer que pour chacune des communes, on a regardé le minimum des logements qui pouvaient se faire dans le tissu urbain en dents creuses. On a également ce qui peut se faire dans chacun des secteurs qu'on a imaginé pouvant muter et pouvant se développer au travers des fameuses OAP, orientation d'aménagement. Et puis, et bien sûr, cette base-là, on s'aperçoit que 96% de l'offre de logement va être trouvée dans le tissu urbain au niveau de la centralité de Var-Rhône, presque 40% au niveau du réseau sud et 56% dans le réseau nord. C'est montrer évidemment l'effort qui a été fait pour ne pas consommer d'espace. C'est aussi montrer que bien évidemment, dans certaines communes, il n'y avait pas beaucoup de dents creuses, donc on a été obligé d'aller chercher un peu de développement. Et puis aussi, ce que ce grand tableau montre, en rose, les lignes roses, ce sont les secteurs dans lesquels on est encore dépendant de la création de réseaux et qui aujourd'hui n'ont pas la capacité d'accueil pour être développés. Elle n'est pas encore programmée aujourd'hui dans les instances qui ont la compétence pour le programmer. Donc, ces secteurs roses vont être mis dans un zonage 2AU qui n'est pas directement urbanisable, mais qui pourra devenir urbanisable dès que les travaux seront faits par simple modification du PLU. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu pénaliser ces secteurs-là aujourd'hui en créant des conditions trop importantes. On a au contraire déjà défini leur développement, déjà défini leur organisation, ce qui rendra, dès que les travaux auront été faits, dès qu'on aura la capacité réseau, les choses faciles pour basculer dans un secteur qui soit directement urbanisable par une simple modification du PLU. Donc, voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur ce grand programme. Ce qui est important aussi, c'est de voir comment on a pu programmer au sein de chacun de ces secteurs d'aménagement des logements sociaux, qui peuvent être des logements sociaux à caractère générationnel, pour étudiants ou alors pour personnes âgées, mais aussi pour tout le monde, bien entendu. Et puis, une ventilation au sein de ces logements sociaux en fonction des différentes catégories pour répondre à l'ensemble des besoins de la population. L'objectif n'est pas d'augmenter notre taux de logement social,
mais de continuer à maintenir un certain niveau qui réponde aux besoins des gens en le répartissant de manière équilibrée et donc en ne le concentrant pas dès que c'est possible. Ce qui est important aussi, c'est que pour l'offre économique, l'objectif, c'est évidemment surtout d'optimiser les zones existantes, de les requalifier pour permettre l'accueil. L'idée, c'est de réaliser une première tranche mesurée d'un grand secteur stratégique dont on avait parlé dans le SCOT, qui est l'écopole et qui sera en fait nécessaire pour accueillir des activités nouvelles en diversification de ce qu'on peut faire, industrielle, artisanale, innovante. Et puis enfin, une autre opération à vocation économique qui est très intéressante, c'est de regrouper sur un site, le site dit appelé de la Plaine, toutes les activités liées à une entreprise de valorisation du sous-sol bien connue sur le territoire, qui vont regrouper l'ensemble de leurs activités sur ce site et permettre ainsi de libérer la plateforme de concassage qui y a non loin du PA de Vouvray, du village de Marcq, sur laquelle on va s'appuyer pour organiser ce nouveau quartier qui s'appelle Anségia, mais qui va aussi libérer sur Châtillon un espace qui va permettre de renforcer, là encore, l'activité du centre de Châtillon. Donc, vous voyez une manière de faire où, quelque part, on réutilise des secteurs qui permettent de renforcer les centres-villes, tandis qu'on réorganise un peu les activités pour leur donner plus de capacité, plus de pertinence. Donc, d'améliorer leur fonctionnement, bien évidemment. L'autre point sur l'aspect économique, c'est de maintenir les commerces existants dans les centres, d'où l'intérêt justement de renforcer les centres-villes en y accueillant plus de population. Les zones commerciales ne doivent pas faire de concurrence aux petits commerces des centralités et on va créer un linéaire pour interdire les changements de destination sur les deux centres-villes de Val-sur-Rhône et sur un petit secteur aussi de Saint-Germain afin de préserver ce commerce de centre-ville. Ensuite, voilà, je vous montre un petit peu un exemple d'OAP, d'orientation d'aménagement et de programmation, à l'appui de ce qu'on a pu dire tout à l'heure sur la réorganisation. Donc, on voit l'ancienne plateforme de concassage avec le secteur 4 qui est donc le nouveau quartier mixte de proximité appelé Anségia. Le secteur 3, c'est là où vous avez la clinique et qui a vocation à être un secteur d'équipement en lien ou non avec la santé. Et puis le secteur 1 et le secteur 2 en appui sur des activités plus commerciales avec notamment le village de Marcq. L'autre, nous avons aussi décidé de mettre en place une orientation d'aménagement et de programmation pour la gestion de la trame verte et bleue. En effet, dans un SCOT, on peut définir des objectifs en qualifiant chacun des espaces, mais ensuite, comment on fait pour le traduire dans un PLUIH où en fait, on a des zones N et des zones A qui nous permettent en fait de donner des règles qui conviennent à ces secteurs. Mais quelquefois, c'est un peu insuffisant. Il nous a paru intéressant au sein de ces zones A et N, qu'on retrouve ici en jaune et en vert, quelle que soit la couleur, de faire ressortir des objectifs à mettre en œuvre quand il y aura des projets sur ces secteurs-là et qui, par exemple, vont permettre de sauvegarder des maillages de haies tout en permettant d'éviter les enfrichements progressifs qui, eux, sont nuisibles à l'agriculture, mais aussi à l'environnement. Et donc, en fait, on n'a pas voulu faire quelque chose de trop réglementaire au sens de protéger toutes les haies, parce que quelquefois, c'est un principe de maillage qu'il faut protéger et pas chacune haie prise l'une après l'autre, parce que sinon, on fait progresser la forêt sur des terres agricoles avec un enfrichement qui n'est pas entretenu. Donc, il faut à la fois préserver les grands boisements, mais en même temps bien protéger un fonctionnement des lisières qui soit clair et protéger en même temps les haies dans l'espace agricole, mais dans un maillage qui permette le fonctionnement de l'agriculture et qui permette aux haies non pas d'enfricher et de créer un certain nombre de problèmes, mais de bien fonctionner aussi du point de vue de la biodiversité et aussi du point de vue
de tout ce qui va être la trame bleue et le cycle de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose d'assez innovant, c'est-à-dire que dans ces espaces-là, quand il y a des projets, on doit à la fois regarder le règlement, mais on doit aussi regarder cette fameuse OAP, orientation d'aménagement et de programmation, pour bien comprendre quel est l'objectif de préservation, quel est l'objectif de fonctionnement environnemental dans lequel le projet doit s'insérer. Pour aller maintenant en zoom sur nos fameuses orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de développement. Donc là, vous allez voir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord l'objectif était de renforcer les centralités dans des cœurs d'îlots ou des grosses dents creuses qui sont plus ou moins intégrées à l'enveloppe urbaine et qui permettent de structurer justement une hygiène urbaine qui soit cohérente. On a quelques OAP en extension urbaine quand on n'avait pas suffisamment de capacité en dents creuses ou que les situations topographiques ou patrimoniales étaient trop complexes. Et puis, comme je l'avais dit, on en a certaines en 2AU car elles sont liées à des travaux de renforcement et de capacité d'assainissement du territoire. En revanche, la transformation de la steppe de Bellegarde est programmée et nous a permis de classer en 1AU toute une série d'opérations liées à ce renforcement, même si certaines sont phasées à la mise en service de la nouvelle steppe. Alors là, en fait, nous avons un certain nombre d'OAP qui sont numérotés en fonction des réseaux. Donc, sur Gironde, on a un secteur qui s'appelle la Syrie, sur Champfromier, l'OAP des Grelonniers, qui sera en 2AU dans un premier temps, mais qui à terme aura vocation à se faire, bien entendu. De la même manière, une OAP sur le secteur des Balmes. Sur Saint-Germain-de-Joux, on a un éco-hameau qui a été rendu nécessaire par l'absence de capacité du centre-bourg. Confort, on a une OAP centre-mairie qui permet de dynamiser le centre du village. De la même manière, l'OAP Pré-Saint-Martin, qui n'est pas si éloigné, permet de renforcer le centre. Donc, vous voyez, presque toutes ces OAP sont des OAP qui visent d'abord à renforcer le dynamisme des cœurs de bourg, des cœurs de village. Et puis, évidemment, il y a une UTN qui est celle de Dino-Piagne, dont l'impact environnemental est très faible et bien qui, au contraire, est un espace culturel majeur qui s'intègre parfaitement à son environnement et qui vise justement à maîtriser les impacts qu'on pourrait avoir, mais qui va être évidemment un élément d'attraction extrêmement intéressant pour le territoire. Vous avez ici un exemple d'OAP, donc vous voyez, on met le secteur dans son environnement et puis, eh bien, dans une OAP, on va définir un espace vert à préserver ou à créer, des principes de cheminement d'eau et des principes de voirie, comment on veut relier tel quartier avec telle rue ou pas. Et puis de la programmation aussi d'équipements. Là, ici, en l'occurrence, on a un jardin partagé, aire de camping qui est dans une zone jaune. On a une plateforme de stockage de bois qui est programmée. Donc, mais là, c'est très particulier puisqu'on est sur un éco-hameau. Mais c'était intéressant de le montrer parce que je vous rappelle que le SCOT interdisait le développement des hameaux, à l'exception de l'éco-hameau de Saint-Germain-de-Joux qui déjà était fléché dans le SCOT. Pour vous donner d'autres exemples, donc sur le pôle de centralité de Val-Serône cette fois-ci, on retrouve un secteur de renforcement de l'Ancran qui se situe sous la ville, la gare de Val-Serône évidemment dans le secteur gare, autour de la gare, la possibilité de faire muter un certain nombre d'espaces pour renforcer l'accueil de population et de services au plus près de la gare. Sur Arlot, on a un certain nombre aussi de secteurs qui permettent d'organiser du renouvellement urbain dans ce secteur, alors pas à côté, mais tout autour du secteur auprès du site industriel. La Vignette Sud, de la même manière, donc il y a deux secteurs, V3 et V4 autour d'Arlot. La Barbière, qui permet de finaliser l'organisation du quartier au sud d'Anségia, donc c'est une grosse dent creuse. Pierre Blanche, qui est ce fameux quartier durable dont on a parlé, qui est non loin d'un certain nombre d'équipements et notamment des équipements scolaires et qui va permettre de structurer aussi le centre Bellegarde en lien avec les espaces aussi d'activité commerciale. Donc, lui est en CGA. La Plaine dont je vous ai parlé pour réorganiser les activités économiques en lien avec les ressources naturelles. Le centre de Vouvray, où un certain nombre de dents creuses permet aussi de renforcer cette centralité.
Malcombe, qui lui permet de renforcer le centre de Châtillon, hein, et puis route d'Ardon qui permet de finaliser un cœur de hameau, d'en terminer entre guillemets la configuration complète. Et enfin l'Écopôle, ce premier acte entre guillemets autour d'une dizaine d'hectares de l'Écopôle pour développer l'économie sur le territoire. Donc là, un exemple encore d'OAP. Donc c'est le secteur de Pierre Blanche, hein, dans lequel sont prévues des zones à dominante habitat, des zones à dominante d'activité économique, des zones mixtes qui peuvent associer logement, bureaux, commerce et services comme un quartier de centre, ville bien entendu. On retrouve des activités économiques existantes qui n'ont pas vocation à partir, hein, bien entendu, et puis des principes de boulevard urbain, des principes de voies secondaires, des principes de voies qualifiées, des parkings, bref, tous les éléments qui permettront d'organiser à terme de manière satisfaisante pour les habitants le fonctionnement de ce quartier, y compris évidemment les éléments de paysage avec des écrans végétaux, des cœurs d'îlots verts, des principes de cheminement doux qui eux aussi sont programmés. Alors, il est peut-être important de rappeler ici que dans une OAP, quand on a un permis d'aménager ou un permis de construire, on doit respecter le règlement, mais on doit aussi respecter l'OAP qui donne des objectifs, et ces objectifs, eh ben, il faut les mettre en œuvre, c'est-à-dire que il faut respecter les principes de voirie qui sont mis dans cette OAP, les principes d'organisation environnementale, les principes de fonctionnement de l'ensemble du réseau. Alors, ça veut dire que la route, elle n'est pas forcément au millimètre près, mais qu'on doit en respecter le principe de liaison entre tel point et tel point. C'est ça qui est important dans une OAP, mais ça a vocation à s'appliquer en même temps que le règlement. Alors, sur le réseau sud, de la même manière, on a toute une série d'OAP qui visent à renforcer les centres-bourgs. Sur Ville, sur Billat, sur Anjou-Génissia, où là, on a un enjeu parce qu'on a un enjeu de capacité et donc il n'y a que 2 opérations qui peuvent être possibles, qui sont en extension sur Anjou-Génissia, qui permettent à Anjou-Génissia de continuer à se développer ou à maintenir au minimum leur population. Hein. Surjoux-Hôpital, avec 2 opérations qui permettent de faire vivre les 2 petits centres, hein, de Surjoux et de l'hôpital. Chanay, avec le village de Chanay qui organise le centre-bourg. Le champ de chêne qui renforce aussi le village parce qu'on est sur un cœur d'îlot non éloigné du centre-bourg. Et puis enfin, Trévigné, de la même manière, qui va jouer un rôle puisque là aussi, on n'est pas très loin de l'hypercentre de Chanay. Donc là, on vous montre une OAP qui est une OAP assez classique, assez complète, hein, avec une programmation, comme vous le voyez, sur l'écrin vert dans lequel on veut que l'opération se situe, des espaces de respiration, des espaces verts familiaux partagés, des aires de jeu, et puis un habitat intermédiaire individuel, un petit peu de collectif et un équipement public qui permettent de faire fonctionner l'ensemble selon un tracé viaire qui permettra de se connecter à la rue principale qui organise le bourg. Voilà. Donc, maintenant, évidemment, après ces OAP, elles sont complétées quand on veut faire des opérations, pas seulement dans ces OAP, mais dans des dents creuses ou au sein de sa parcelle et qu'on souhaite faire évoluer son patrimoine bâti. Eh bien là, après, on doit respecter le dispositif réglementaire. Donc là, le but dans la réalisation de la mise en place du règlement a été double. Premièrement, faciliter la mise en œuvre des règles en essayant d'être le plus clair possible, notamment en expliquant bien les différentes notions qui sont utilisées. Et puis, d'une manière générale, viser la qualité patrimoniale et environnementale pour le territoire, puisqu'il s'agit d'en soutenir leur attractivité. Donc, un exemple de définition claire et de schéma. Donc, par exemple, tous les types de hauteur et les types de toiture ont bien été définis. Donc, par exemple, on a de la hauteur à l'acrotère, de la hauteur au faîtage, de la hauteur à l'égout du toit. Donc, l'idée était de bien montrer les différences aussi entre une toiture avec des combles ou une toiture avec des attiques, c'est-à-dire avec un toit plat. Et l'attique, c'est l'étage en retrait qu'on peut trouver dans l'autre petit schéma.
De la même manière, on trouve les conditions de réalisation des murs de soutènement. Donc, un mur de soutènement, eh bien, on ne doit pas avoir des remblais énormes parce que derrière, en plus, il y a des enjeux de risque et d'éboulement. Et donc, on est sur des logiques de murs de soutènement en palier. Donc, vous verrez au niveau du règlement, évidemment, il n'y a pas que le schéma, il y a le texte qui va avec. Mais l'idée, c'était de dire que par les schémas, on aide à la compréhension de la règle. On a aussi fait des petits schémas pour la notion de limite séparative et de fond de parcelle, car vous savez que dans un document d'urbanisme, on dit que, par exemple, une implantation d'une construction doit se faire à X mètres des limites séparatives ou à X mètres de la limite de fond de parcelle. Or, quelquefois, c'est pas si simple de définir qu'est-ce qu'une limite séparative et qu'est-ce qu'une limite de fond de parcelle quand le terrain a une forme un peu particulière. Donc là, le but a été de balayer de manière assez exhaustive les différents cas qui pourraient se trouver dans l'application de ces règles. Le règlement est organisé de manière simple et claire avec en fait 3 sous-ensembles qui sont 3 sous-règlements. Premièrement, toutes les zones urbaines et à urbaniser qui sont résidentielles et mixtes, c'est-à-dire des zones dans lesquelles on peut avoir du petit commerce, des services, mais qui ne sont pas des zones affectées à l'activité économique de manière distincte, mais dont l'aspect résidentiel est plus ou moins important, mais là majoritairement résidentiel. On a ensuite le bloc des zones urbaines ou urbanisées pour les activités économiques et pour les équipements. Et enfin, on a le dernier bloc qui sont les zones agricoles et naturelles. Donc, le règlement est organisé sur ces 3 sous-ensembles et vous allez voir un peu les différents zonages. Donc, on a souhaité trouver des noms qui évoquent quelque chose. Donc, vous avez une première zone qui est la zone UC dans ces zones résidentielles ou AUC, bien entendu, puisque c'est urbaine ou à urbaniser. Ça correspond à toutes les centralités. Donc, UCP, c'est la centralité principale Cœur-Val-de-Rhône, que vous voyez dans le ton saumon. Ensuite, UCB, c'est pour les centres-bourgs, donc en bas à droite en violet, avec une petite zone UCBT destinée uniquement à l'hébergement touristique, mais elle est minuscule et elle est sur giron. Et puis les zones UCS qui correspondent aux centralités secondaires. Ensuite, ce sont ces zones de centralité, ce sont celles qui sont le plus mixtes, celles où il y a le plus de services, de petits commerces, de choses comme ça. Ensuite, on a les zones UR qui, elles, ont une très, très grande dominante résidentielle et qui sont un petit peu, on va dire, souvent en prolongement de la zone de centralité. Donc là, on en a vu 3 types. Donc, UR à dominante résidentielle, R comme résidentielle, D quand elle présente une densité significative, et évidemment, on va en retrouver sur le centre de Val-Serône, qui est en saumon un petit peu plus foncé. URDM de densité moyenne, qu'on trouve ici en jaune, et URP qui n'est pas sur ce plan-là, qui sont des zones dans lesquelles on ne veut surtout pas modifier la morphologie et qui n'ont pas vocation à se densifier, sur laquelle donc on a fait très attention à ce que la constructibilité soit assez limitée. Et puis, on a des zones UH qui correspondent aux hameaux. Donc, ces zones UH, on les trouve au sein de l'espace agricole ou naturel. Je rappelle que ces zones n'ont pas vocation à se développer, où elles correspondent quelquefois, elles sont dans des zones où il y a un peu aussi de zones résidentielles, mais elles correspondent en fait à un ancien hameau et on ne veut pas en changer la morphologie et le fonctionnement. Donc, voilà pour ce qui est de ces zones UH. Et toutes les zones 1AU de nos fameuses OAP sont rattachées à ces zones-là. Donc, c'est 1AUCB, 1AU-RDM, 1AU-RP, c'est-à-dire que 1AU, ça veut dire que c'est à urbaniser, mais par contre, le règlement, c'est le même 1AUCB que le règlement de UCB, bien entendu. L'idée, c'est d'être le plus clair possible et d'avoir un minimum d'homogénéité au sein de ces différentes catégories morphologiques. Et vous voyez qu'on a essayé de respecter des logiques morphologiques. Ensuite, on retrouve sur les zones urbaines ou urbanisées à vocation activité économique ou équipement. Là, c'est plus simple. Donc, la zone UA pour les activités économiques, il y en a 2 sortes. UAM pour les activités mixtes intégrant le commerce.
On trouve ici notamment toute la zone du secteur à l'est de Pierre Blanche, hein, et puis on va trouver du UAI. Et donc là, vous voyez, le bleu en V15, c'est notre première tranche de l'écopôle qui, elle, a vocation à être une zone non commerciale, mais une vocation pour des activités industrielles, artisanales, tertiaires innovantes. Et puis enfin, on a des zones UE qu'on retrouvera en gris, qui sont destinées à recevoir des équipements. Donc là, on voit très bien en bas du zonage, en V8, la zone où justement on a la clinique. Idem, les zones 1AU sont régies par la zone U qui est correspondante et évidemment par ce que va dire l'OAP, puisque souvent les zones AU, enfin tout le temps, les zones AU sont associées à une OAP. Enfin, les zones agricoles et naturelles. Donc, pour les zones A qui sont classiques et dont je rappelle que dans l'OAP trame verte et bleue, on a un tramage pour les zones stratégiques à garder sur le très long terme, hein, puisque ça, c'est un engagement qu'on a vis-à-vis de la Chambre d'agriculture. On a un sous-zonage qui est lié aux zones humides dans lequel il y a des restrictions de constructibilité. De la même manière que dans la zone N, on a aussi un zonage NZH pour les zones naturelles humides dans lesquelles il y a des restrictions importantes de constructibilité, même pour des activités agricoles ou pour d'autres activités qui sont compatibles avec ces zones A et N. Au sein de la zone N, on a une petite zone NA associée à une protection historique, mais qui est très ponctuelle. Les zones NC dans lesquelles des carrières sont en exploitation. Je rappelle que les carrières ayant vocation à terme à être remises en état, elles restent dans un zonage N, de convention à l'échelle nationale. Les zones NJ qui correspondent à des jardins familiaux ou des jardins partagés. NL correspondant à des zones de loisirs dans lesquelles on ne va pas avoir une artificialisation forte, sauf un tout petit bâtiment ponctuel, mais qui correspondent à des zones de loisirs dont la dominante est naturelle. Hein. Les zones NPC qui désignent des espaces liés à des protections de captage d'eau, où là aussi on a des restrictions d'urbanisation en lien avec ces captages d'eau. Et puis enfin une zone ENR pour des zones naturelles pouvant accueillir des installations pour énergie renouvelable. Les UTN de Dinoplagne et de Catray sont situés dans des zones N, enfin Dinoplagne en zone N et Catray en zone A, et elles sont régies par l'OAP avec une constructibilité limitée qui est régie par leur OAP. Voilà pour ce zonage. Donc, un zonage, comme vous le voyez, qui se veut avec des intitulés qui donnent une idée de ce qu'il peut y avoir en termes de morphologie, hein, et puis qui essaye de rationaliser au maximum pour que tout le monde puisse bien s'approprier les enjeux de chacun de ces zonages. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure du fameux création d'un coefficient de biotope par surface. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée, c'est qu'il faut maintenant, quand on urbanise, essayer de limiter au maximum l'artificialisation et l'imperméabilisation. Pourquoi? Parce que quand on artificialise du sol, on empêche l'infiltration, la gestion de l'eau pluviale, la gestion des ruissellements et souvent, ça peut ensuite amener à des coulées qui aggravent les phénomènes d'inondation. Hein. Ça permet aussi de mieux épurer. Hein, donc, l'épuration est un élément aussi anti-pollution, entre guillemets. Hein. Et puis enfin, on développe de la nature en ville. Ça permet de lutter à terme contre les îlots de chaleur par rapport au changement climatique. Donc, c'est important d'avoir effectivement des surfaces éco-aménagées, végétalisées, qui sont favorables à l'écosystème, soit pour des raisons de risque, soit pour des raisons de bon fonctionnement du cycle de l'eau, soit pour des raisons de biodiversité et enfin pour des raisons de lutte contre la chaleur et le changement climatique. Donc, évidemment, quand on construit, là, on imperméabilise. L'emprise d'une construction, elle est imperméabilisée. Mais l'idée, c'est de dire que tout autour, on essaye d'imperméabiliser le moins possible. Alors, évidemment, tout ne peut pas être en pleine terre. La pleine terre, c'est merveilleux. La pleine terre, ça compte pour le maximum de points, entre guillemets, hein, puisque là, ça répond à tous les objectifs. Pourquoi? Parce que les racines des arbres peuvent s'enfoncer sans limite dans le sol, l'eau pluviale peut s'infiltrer et éviter les ruissellements, les transferts de pollution, limiter les risques d'inondation, et le couvert végétal
permet de tirer profit de la biodiversité et de la lutte contre la chaleur. Donc là, on a tout bon quand on est en pleine terre. Maintenant, quand on rentre dans une parcelle, on a quand même besoin de pouvoir accéder à sa voiture, à son garage. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont parfois nécessaires et qui amènent à de l'imperméabilisation. Là, l'idée, c'est d'essayer de favoriser au maximum des techniques qui permettent quand même de préserver un minimum de capacité d'infiltration ou de végétation. Alors, ça peut être des espaces verts sur dalles, ça peut être des murs végétalisés, ça peut être des surfaces perméables avec végétation, par exemple les dalles gazon, ça peut être des surfaces perméables sans végétation, par exemple des dallages, ça peut être tout ce qui va être matériaux qui vont permettre au minimum l'infiltration dans le sol quand ils sont posés au sol. Et puis évidemment, quand on a si par exemple on fait une toiture sur un bâtiment économique avec une toiture végétalisée, ça a un intérêt, là encore, en termes de biodiversité. Donc là aussi, tout ça, ça peut, entre guillemets, rapporter des points. Donc, on a ce coefficient qui prend en compte ça. Et évidemment, quand on artificialise complètement, là, on a 0 point, ça paraît normal. Et donc, l'idée, c'est que, on va rechercher dans la construction de chaque parcelle un objectif de coefficient de biotope par surface de la parcelle ou par surface non construite. Et c'est ces coefficients que nous avons introduits de manière systématique. L'autre chose importante, c'est qu'on a essayé de travailler sur la qualité. On sait qu'il faut permettre, évidemment, donner des marges de manœuvre aux gens sur leurs parcelles, pas trop les contraindre, permettre une certaine forme d'évolution du bâti, densifier un peu quand ça répond aux besoins des gens par rapport à leur projet de vie. Néanmoins, il faut faire attention à ne pas le faire n'importe comment. Il faut respecter un certain nombre de gabarits qui permettent d'avoir une bonne qualité de paysagère, une qualité de vie à l'échelle du quartier qui est importante. Et notamment, particulièrement, la question de l'inscription dans les pentes est quelque chose d'important. À la fois, c'est un enjeu paysager, c'est un enjeu d'ensoleillement, c'est un enjeu aussi de limitation des risques, parce que des remblais trop importants peuvent générer des risques, des déblais trop importants aussi. Et donc là, notamment, on a mis un certain nombre de règles sur les affouillements et les remblais et sur la manière dont on souhaitait privilégier la répartition des niveaux en concordance avec la pente naturelle. Donc évidemment, c'était un exemple. Et j'en ai terminé avec cette présentation qui avait pour but de vous montrer, je l'espère de manière assez intelligible, les objectifs qui avaient animé l'ensemble des élus dans les réunions de concertation et avec les personnes publiques associées pour établir ce PLUI qui va effectivement se substituer à l'ensemble des PLU de chacune des communes et permettre d'avoir une vision globale, cohérente et qualitative pour notre territoire demain. Voilà, merci beaucoup. Merci Madame Bisson et merci Monsieur Saïdi pour cette présentation qui m'a semblé très complète. En tous les cas, comme on vous le rappelle, il y a un chat qui est ouvert depuis le départ. On ne prendra pas de questions en direct oral. Posez vos questions par le chat et sur le chat. On est prêt à y répondre tout de suite. En tous les cas. Je vais vous rappeler pour l'instant, en attendant que vous posiez vos questions, le reste de la procédure. Donc demain, il y aura on commence des forums de concertation qui seront organisés à Saint-Germain-de-Joux entre 9h et midi à la salle des fêtes. En fonction du nombre de participants, il se peut qu'il y ait des rotations compte tenu de la crise sanitaire et du protocole qu'on a respecté. Également, ne pas oublier vos masques lorsque vous vous présentez à ces forums. Le même forum se tiendra à Valseraude le même jour à la salle des fêtes de Châtillon-en-Michaille, entre 14h et 17h, puis un dernier jeudi matin entre 9h et midi à Saint-Just-Vénitias à la salle des fêtes également. Ensuite, des panneaux seront disposés dans ces forums pour que vous puissiez prendre connaissance des documents, mais également poser vos questions ou faire part de vos remarques, on sera là pour y répondre. Avant l'été, on l'espère, se déroulera l'enquête publique.
Les associations, habitants et autres personnes pourront s'entretenir avec le ou les commissaires enquêteurs, leur adresser un courrier, courriel, mais aussi déposer leurs requêtes ou suggestions sur des registres prévus à cet effet, un peu comme on vient de le faire pour le SCOT il y a quelques mois. Tous les documents seront mis en ligne, notamment sur le site internet de la communauté de communes. Ensuite, après les amendements éventuels en fonction de l'avis des personnes publiques, l'État, la région, le département, les chambres consulaires, les pétitionnaires, le document du PLUIH sera présenté pour approbation en conseil communautaire. Après les formalités de contrôle de légalité, le document entrera en vigueur et se substituera au document d'urbanisme locaux actuel. Voilà pour ce qui est de la suite de la procédure. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées pour l'instant. La première question concerne une question sur le zonage. Donc, je la lis. Nous avons effectué une demande de changement de zonage pour une de nos parcelles de terrain placées en zone A. Le but est de mettre en place un cabinet médical. Quel type de zonage sera classé la parcelle? Alors, Très difficile de répondre. ce qu'on peut répondre sur le principe, c'est qu'il sera très, très rare d'avoir des basculements venant du A dans des surfaces urbanisables parce que nous sommes contraints par l'obligation de limiter au maximum la consommation d'espace. Donc aujourd'hui, le principe de base, c'est on essaye de limiter au maximum l'urbanisation en extension. Donc, je ne connais pas exactement où ça se situe et c'est quelque chose que vous ferez valoir sûrement lors de l'enquête publique, et puis qui sera étudié bien évidemment, mais d'une manière générale, l'objectif est d'optimiser vraiment l'enveloppe urbaine et quand on fait des extensions, on ne le justifie que parce qu'en fait, il y a une insuffisance de capacité et on le fait plutôt au travers de secteurs d'aménagement
qui permettent de rationaliser l'urbanisation, mais pas par petites touches successives d'extension de l'enveloppe urbaine. Ça, c'est le principe qui, en fait, constitue l'encadrement légal dans lequel nous sommes. Et les services de l'État et même beaucoup de gens, y compris des associations, sont à juste titre très vigilants sur le fait qu'on ne consomme pas beaucoup d'espace, qu'on en consomme le moins possible. Voilà. Donc, je ne peux pas faire une réponse technique précise à cette question, mais par contre, je pense que c'est important de rappeler ce principe-là qui a été le cadre dans lequel on a dû faire ce PLUIH. Merci. Deuxième question, le projet de PLUIH est-il actuellement disponible en consultation sur Internet, car difficile de se rendre disponible aux dates des forums proposés? Alors, non, il n'est pas encore, mais il va l'être. Vous aurez effectivement comme ça tout le temps de pouvoir l'étudier pour pouvoir participer à l'enquête publique. Hein. Si vous voulez, dans un premier temps, la concertation s'est surtout faite sur des principes, hein, sur des objectifs, mais elle ne s'est pas faite sur le zonage. Et l'objectif n'était pas qu'elle se fasse sur le zonage. C'est le moment de l'enquête publique qui permet d'aller vérifier, d'aller regarder de manière précise ces éléments et les impacts que ça peut avoir à l'échelle de la parcelle de telle ou telle personne. Mais donc, dès l'arrêt, il va être mis en ligne et vous pourrez aller le consulter et préparer ainsi vos interventions puisque l'enquête publique n'aura pas lieu avant un peu plus de 3 mois après l'arrêt, donc vraisemblablement vers le mois de juin. Voilà. Alors, pour compléter justement ces propos, la version complète du PLUIH sera disponible à partir du 11 mars, donc du 12 mars, puisque le PLUIH sera arrêté le 11 mars. Après, on passe à la question suivante. Je remonte un peu. Un cabinet médical est également très rare, encore plus dans notre territoire. J'invite à l'exception, y compris les services de l'État. On leur dira. Non, mais c'est quelque chose qui s'étudie, mais voilà, à ce stade, on sera vraiment dans une discussion au moment de l'enquête publique et dans une négociation à ce moment-là. Alors, on passe à la question suivante. Il me semble avoir noté un axe cyclable le long du Rhône, au sud de Bellegarde. Pourriez-vous préciser ce point? Je n'ai pas compris, un quoi? Un axe cyclable le long du Rhône, au sud de Bellegarde. Pourriez-vous préciser ce point? La Via Rhôna? Il s'agit de l'aménagement des berges du Rhône. Effectivement, c'est un projet. Et il y aura aussi un emplacement réservé pour finaliser justement cette balade verte et cyclable. Alors, la question suivante, l'enquête n'aura pas lieu avant 3 mois après arrêt du PLUIH en mars. Effectivement. Donc, l'enquête publique, elle aura lieu minimum 3 mois après l'arrêt du PLUIH. Donc, 3 mois après le 11 mars. Oui. En fait, pour expliquer, c'est parce que pendant ces 3 mois, on doit laisser ce temps-là pour que l'ensemble des personnes publiques associées puissent rendre leur avis. Et il
aussi que l'autorité environnementale puisse analyser l'évaluation environnementale du SCOT. Donc, toutes ces personnes ont un délai de 3 mois et l'enquête publique ne peut commencer qu'une fois qu'on a tous leurs avis. Voilà pourquoi. Alors, la question suivante, est-ce que les organismes départementaux peuvent faire des demandes de modification ex-syndicat mixte? Ex-syndicat mixte? Exemple. Exemple, syndicat mixte. Ah ben, tout le monde est habilité à demander des choses ou à souligner des difficultés qui lui semblent émaner du document lors de l'enquête publique, hein. Bien entendu, si dès lors que les personnes ont un intérêt dans ce PLUIH, oui, ils peuvent apporter des remarques lors de l'enquête publique et faire un certain nombre de demandes ou des contributions, bien entendu. À noter d'ailleurs que le département est une personne publique associée et que lui, le département en tant que tel, rendra un avis, hein, de la même manière que la région, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce, la chambre des métiers, l'État, etc. D'autres questions? Et je pense qu'on arrive. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais clôturer cette réunion qu'on a qualifiée d'atypique. Je voulais remercier bien sûr Madame Bisson, remercier Nabil, remercier Gilles Thomaset pour ses interventions. J'espère que cette présentation vous a donné satisfaction et vous aura permis de mieux comprendre les enjeux du plan local d'urbanisme intercommunal. C'était le premier, c'était un beau challenge pour nous, hein. On l'a lancé en 2015, ce n'était pas évident. Nous avons traversé les échéances électorales. C'est un document qui doit satisfaire le plus grand nombre, qui doit remporter l'intérêt général de nos concitoyens, mais aussi de tous ceux qui aiment le territoire du Pays belgardien. Comme vous avez pu le constater, nous voulons un développement maîtrisé et de qualité pour ce territoire, préserver autant que se peut se faire les ressources naturelles qui participent bien évidemment à l'identité du Pays belgardien. Cette réunion, on l'a qualifiée d'atypique, doublée de forums de concertation qui débutent dès demain et sur 2 jours, vous permettront, et j'espère, de mieux comprendre et de mieux vous approprier ce document. Ce n'est pas évident, c'est très technique, il y avait beaucoup d'acronymes, je voulais le dire à Madame Bisson. On sent que ce sont des techniciens qui sont à nos côtés. Ce n'est pas toujours évident de tout comprendre. Moi, ce que je voulais simplement, avant de clôturer cette réunion, remercier la mairie de Val-Sorole qui nous accueille dans ses murs, qui nous a mis à disposition sa logistique technique, même si au départ, je m'en excuse, ça ne marchait pas vraiment. On avait des retours assez désagréables dans les oreilles. Je voudrais simplement vous dire d'être très vigilant sur l'enquête publique. Elle aura lieu avant l'été.
vérifier le site internet de la communauté de communes, la page Facebook. Nous allons beaucoup communiquer. Nous voudrions que le plus grand nombre participe à ces rencontres lors des enquêtes publiques. Et puis, j'espère que ce PUH aura une fin agréable. On espère l'approuver définitivement avant la fin de l'année 2021. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et surtout ne rêvez pas au PUH. Bonne soirée à tous. Merci. 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 Au revoir. Au revoir à tous. C'est bien.